Hey, salut, tire-toi une bûche. Pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous. On a des choses à te raconter. Saison 3, épisode 5. Hey, t'as-tu visité Montréal? Un podcast de Destination Canada. Montréal, c'est la ville qui compte le plus de ressortissants français. Donc pas étonnant qu'elle soit la ville canadienne la mieux desservie depuis la France. Pour aller dans cette partie de la province du Québec, dans l'Est canadien, vous avez des vols directs en 7h30 environ depuis Paris, mais aussi depuis les villes de Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice et Toulouse. Montréal est la deuxième plus grande agglomération canadienne et la plus grande ville du Québec. Ce qu'on aime dans cette ville, sa culture vibrante, son charme historique, sa diversité culturelle, ses richesses culinaires et sa créativité artistique. Bien résumé. Montréal est entourée par le fleuve Saint-Laurent. Elle a une atmosphère unique et captivante. Les quartiers de Montréal se découvrent à pied, été comme hiver. Que ce soit avec un guide ou à l'aide d'une application mobile, on peut découvrir les nombreuses murales qui racontent l'histoire passée et contemporaine de la ville, ou faire un jeu de piste pour marcher dans les pas d'une figure emblématique de la ville, comme notre Léonard Cohen. Dans cet épisode, on vous partage d'autres anecdotes, nos incontournables et les temps forts de cette métropole. On aura avec nous une Française installée à Montréal depuis plus de 30 ans. Nathalie est cinéaste et exploratrice du monde sous-marin. On retrouve aussi notre ami Sébastien en fin d'épisode pour parler des liens entre Montréal et les communautés autochtones. Comme d'habitude, vous trouvez tous les liens utiles dans la description du podcast. Maryse, avant de parler des incontournables de Montréal, tu vas devoir me trouver les réponses aux 4 questions de notre quiz. Pour commencer, Montréal est-elle, comme on l'entend souvent, la deuxième plus grande ville francophone au monde ? Non, il y a plein de villes en Afrique qui ont une plus grande population francophone. Et puis, tu sais, on entend souvent « Hello, bonjour » à Montréal. Si bien que si tu vas à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, on est dans les quartiers majoritairement anglophones, alors que les quartiers francophones sont à l'est. Mais bon, évidemment, tu te feras bien comprendre en français partout à Montréal. Est vrai ou faux, Montréal est-elle vraiment située sur une île ? Oui, c'est vrai. Toute la ville de Montréal est bel et bien une île. Vous pouvez explorer ses alentours en bateau, en surfant sur les rapides ou en canoë pour vérifier. Tu peux nous dire d'où vient le nom de la ville ? Ça vient de la colline, le Mont-Royal. L'emplacement a été nommé Montréal, montagne royale, en 1535 par l'explorateur Jacques Cartier, en l'honneur du roi de France. C'est grâce à sa position stratégique sur le fleuve Saint-Laurent que la ville est devenue prospère, un carrefour crucial pour le commerce des fourrures et le développement économique en Amérique du Nord. Pour terminer, est-ce qu'il est possible de parcourir Montréal sans mettre le nez dehors ? Oui, t'as presque pas besoin de prendre ton manteau à Montréal en hiver. Il y a 32 km de réseau piétonnier protégé. Ça forme l'un des plus grands complexes souterrains au monde qui s'appelle tout simplement Réseau. Il relie à la fois des hôtels, des bureaux, des gares, des boutiques, des restaurants et puis des centres commerciaux. Cyrielle, peux-tu nous dire comment se rendre à Montréal? Rien de plus simple. Les Français bénéficient de vols directs depuis Paris et les villes de Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice et Toulouse. Les compagnies aériennes sont nombreuses à desservir cette route, par exemple Air Canada, Air France ou Air Transat. Ces compagnies aériennes vous transportent jusqu'à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Une fois sur place, Montréal est un excellent point de départ pour un séjour au Canada. Vous pouvez évidemment louer une voiture, mais aussi vous laisser charmer par un mode de transport plus doux, comme le train. Le tronçon régional de Via Rail s'appelle le Corridor. C'est confortable et fonctionnel pour relier les grandes villes de l'Est canadien. Ça évite les longues distances en voiture ou un vol domestique. Faut quand même dire que contrairement à d'autres portions du train au Canada, cette partie-là est pas très panoramique, mais vous avez le Wi-Fi à bord. Ça peut être bien pratique l'hiver pour voyager entre les chutes Niagara, Toronto, Ottawa, Gatineau et la ville de Québec. Et si vous aimez le train, Montréal est aussi sur le tronçon du train couchette La Voie des Maritimes. C'est un tronçon qui part de Montréal et file jusqu'à Halifax, dans les provinces maritimes, en 1 nuit et 1 jour. Bon, pour l'instant, restons à Montréal et place aux incontournables. On commence par le point culminant de la ville, le Mont-Royal.
C'est notre montagne à nous, avec ses 234 mètres d'altitude. Il y a même une loi qui interdit de construire plus haut que la croix à son sommet. Donc, on le voit de partout en ville. L'endroit est idéal pour faire des randos ou du vélo l'été, de la raquette ou du ski de fond l'hiver. Toute l'année, la vue sur la ville depuis les belvédères est un vrai spectacle. Et puisque tu m'emmènes au Mont-Royal, faut mentionner le plateau Mont-Royal à côté où tant de Français se sont installés. On aime ses cafés, ses théâtres et ses duplex avec des escaliers extérieurs aux contorsions très amusantes. Oui, ça aussi, c'est emblématique de Montréal. Et juste à côté du plateau Mont-Royal se trouve le Mile End. Ça, c'est un quartier hipster où vous pouvez flâner entre des graffitis, des bars et des restaurants branchés avant de profiter de soirées animées. Un petit creux, faut absolument goûter à la cuisine typiquement montréalaise. Ses bagels, son smoked meat et ses produits régionaux que vous trouvez au marché Jean Talon dans le quartier de la Petite Italie. Vous y découvrez une ambiance très chouette dans une ancienne gare routière. Ce marché est une véritable institution parce que c'est le plus grand de la ville et surtout avec le plus de diversité culturelle. En parlant de nourriture, les Français sont souvent surpris par la culture des brunchs et des petits déjeuners à Montréal. Vous saviez que beaucoup de restaurants y ouvrent dès 7h du matin ? Sinon, pour flâner, j'adore le Vieux-Montréal, près du fleuve. C'est un beau quartier historique avec des rues pavées et on y trouve différents styles architecturaux qui laissent voir la façon dont la ville s'est développée. Tu peux boire un coup sur la rue Saint-Paul ou à la place Jacques-Cartier, admirer l'hôtel de ville ou encore la basilique Notre-Dame où s'est mariée notre Céline Dion. Il y a souvent des événements dans le Vieux-Port. Sinon, il faut remonter vers le quartier des spectacles, un quartier entier consacré au divertissement avec plus de 80 sites culturels et plus de 110 festivals par année. Donc, du plus traditionnel au plus avant-gardiste, peu importe la saison. Bref, c'est difficile de résumer Montréal. J'aurais bien mentionné les animations sur la rue Saint-Denis aussi, au cœur du quartier latin, juste avant le village. Pour vivre la ville au plus près des habitants, qui mieux que des Français installés depuis plus d'1 an pour nous en parler? Dans cette 3e saison de Tire-toi une bûche, ils sont nos experts. Pour Montréal, on a rencontré Nathalie Lasselin. Elle est cinéaste, exploratrice du monde sous-marin et s'est installée à Montréal depuis plus de 30 ans. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Dis-nous Nathalie, si on devait résumer Montréal en 3 mots, tu choisirais lesquels? En fait, le premier, c'est le meilleur compromis inimaginable. Je l'explique un peu, c'est le meilleur compromis parce que c'est pas la plus belle, c'est pas la plus ci, c'est pas la plus ça. Par contre, c'est la ville où on trouve de tout, dans une ambiance qui est très relaxe, très sécuritaire. C'était comme un gros village quand même, tu sais, du point de vue d'un Français. Donc pour moi, Montréal, c'est un compromis avec tous les côtés positifs du multiculturalisme. C'est une ville festive et puis c'est une ville finalement très relaxe. Et si la ville avait un son, ce serait lequel ? C'est le son des festivals. C'est le son des festivals qui arrivent les uns après les autres, qui viennent ponctuer les saisons. Fait que c'est vraiment ce son-là de la musique qui est toujours en arrière-plan. Alors en ce moment, c'est le son d'Igloo Fest ? Et ben voilà, en ce moment, c'est le son d'Igloo Fest, effectivement, qui ponctue nos journées. Un petit peu enneigées, mais pas trop cette année. Pour toi, la ville a quelle odeur ? Alors ça, c'est une drôle de question parce que, en fait, à Montréal, on vit vraiment les saisons. Et pour moi, l'odeur et le moment où on se met à revivre, c'est l'odeur des lilas au printemps. Et ça, c'est vraiment... on se promène en vélo dans les rues et il y a plein de lilas un peu partout et on les sent. Et là, tout de suite, on se sent vraiment revivre, quoi. Quel aspect imprévisible as-tu découvert de la ville? En fait, c'est pas un truc que j'ai découvert en arrivant. Il y a 2 choses qui sont assez surprenantes pour moi à Montréal. La première, c'est notamment l'hiver, c'est de se rendre compte que les patins, on va les garder dans le coffre de la voiture, on va se balader souvent avec eux parce qu'il y a tellement de patinoires partout. Et puis c'est ce côté, une fois de plus, très festif de on va sur une patinoire, on s'amuse, on rencontre des gens et on va s'amuser. Et l'autre chose qui est un lieu en fait complètement fascinant, c'est qu'il y a une grotte, une petite grotte sous Montréal, mais qui est une grotte unique au monde de par sa formation, qui est en fait un glacier qui est venu disloquer la roche
Et en plus, en 2017, ils ont découvert qu'il y a une petite rivière, en fait, souterraine. Bon, la rivière n'est pas accessible, mais en fait, on travaille sur un projet pour faire toute une image, une photogrammétrie, puis de pouvoir faire une visite virtuelle. Mais ça, c'est un truc complètement fascinant de découvrir qu'il y a ça. Fait que le Montréal souterrain, c'est pas juste la ville souterraine, il y a réellement une grotte sous la ville de Montréal. Quel est ton quartier favori à Montréal et pourquoi? Ah, ça aussi, c'est difficile, mais parce qu'il y a plein de quartiers différents. En même temps, j'aime beaucoup la Petite Patrie, j'aime beaucoup Rosemont Petite Patrie, la Petite Italie, parce que il y a le marché Jean Talon, parce que on peut vivre à pied, un petit peu comme en Europe finalement, où on n'a pas besoin de voiture. Et celui pour te ressourcer? En fait, je considère que pour se ressourcer, pour moi, c'est vraiment le fleuve Saint-Laurent. Alors, à ce moment-là, on a deux options qui sont un petit peu, éloignées du centre-ville. Soit on s'en va du côté ouest, du côté de la Chine, où là, on a d'énormes parcs, on a même un quai avec un petit phare, ce qui est vraiment cool pour la ville de Montréal, ou on s'en va carrément de l'autre côté, dans l'est de Montréal, où là, pareil, on a les îles de Boucherville, on a la promenade Belle-Rive, et on peut prendre un petit traversier qui va nous amener de l'autre côté, et on peut même aller dans les îles de Boucherville, aller rencontrer des chevreuils, une nature qui est hallucinante, et on est à 1 kilomètre de Montréal, à quelques minutes du centre-ville. Ça, c'est mes deux endroits que j'aime beaucoup. Sinon, si on veut rester au centre-ville, évidemment, il y a le Vieux-Port. Qu'est-ce que tu nous conseilles de ramener comme souvenir de Montréal? Alors moi, le souvenir, il est peut-être un petit peu hors des sentiers battus, mais ce sont les épices aztèques de Montréal. Vas-y, raconte, c'est quoi? Ça, c'est les épices aztèques de Montréal, c'est parce que je trouve que quand on voyage, de rapporter quelque chose qu'on va pouvoir consommer chez soi, qui va nous ramener toujours cette petite odeur, ce petit souvenir. Donc c'est des épices pour un steak, mais moi je les mets aussi sur l'omelette le matin ou voilà quand on fait du barbecue. Et c'est le petit truc qui semble un peu anodin, mais qui qui vient de Montréal et qui ramène un petit peu ce goût-là du voyage. Merci Nathalie, on était ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Montréal est connu pour le rythme effréné de ses festivals. On y fait la fête en toute saison. Selon toi Maryse, quels événements se distinguent le plus? C'est sûr que Montréal en Lumière est le plus grand festival d'hiver en ville. Il combine la gastronomie aux arts, à la culture et à des activités extérieures sur la place des festivals. Il y a des repas thématiques, il y a des ateliers animés par des chefs invités. Et à l'extérieur, on trouve des concerts, une grande roue, des glissades sur glace et des projections vidéo très ludiques. J'aime aussi Luminothérapie, c'est un festival artistique qui présente des installations lumineuses sur la rue Sainte-Catherine. Il y a des projections vidéo originales sur les façades du quartier des spectacles. Ils font même des projections sur la patinoire de l'Esplanade Tranquille. C'est une expérience de patinage interactive avec des traînées de lumière qui t'accompagnent pendant que tu glisses. On dit aussi que Montréal a une vie nocturne trépidante. Tu peux nous en parler? Ah, ça, que ce soit des microbrasseries, des terrasses, des salles de concert, DJ ou des spectacles de drag queen, Montréal a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Montréal est aussi, et depuis longtemps, un lieu de rencontre pour les communautés LGBTQ+, de la planète. La ville met en avant son inclusivité et sa diversité à longueur d'année. Et côté sport? Comme toujours, on peut rencontrer les locaux autour d'un match. Je pense bien sûr aux équipes de Montréal comme les Canadiens en hockey sur glace d'octobre à avril. D'ailleurs, le club de hockey paye pour l'entretien d'un certain nombre de patinoires à travers la ville. Donc vraiment, vous allez voir du monde sur les patinoires partout à Montréal. Et pour découvrir un nouveau sport, j'ai entendu parler des Alouettes en football canadien. C'est un peu comme le football américain à quelques règles près, de juin à novembre. C'est le deuxième sport le plus suivi au Canada après le hockey. Et comme le soccer est très suivi aussi à Montréal, je pense à l'équipe du CS Montréal qui fait vibrer la ville de mars à décembre. Allez, on termine par un peu de culture ?
La musique fait partie de l'ADN de la ville, hein, du jazz à l'électro. Le festival de jazz en juin offre des concerts gratuits et les pique-niques électroniques se tiennent de mai à octobre au Parc Jean-Drapeau. Les Montréalais aiment aussi le théâtre et l'opéra, souvent adaptés localement. Et l'École du Cirque du Soleil organise un festival en juillet dans le quartier latin avec des spectacles gratuits et d'autres événements toute l'année. Pour clore cet épisode, quels sont les liens entre Montréal et les communautés autochtones du Canada ? On en parle avec notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada. Salut Seb. Salut! Oui, Maryse et Cyrielle. Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs des lieux et des activités autochtones à Montréal ? Écoute, quand on est à Montréal, vous allez faire un tour dans le centre-ville, on va aller dans le Vieux-Port de Montréal. Et là, c'est pour moi l'importance, évidemment, d'avoir une vitrine sur les peuples autochtones. Et pour moi, la galerie d'art à Choucan est vraiment une belle place pour aller s'immerser à travers l'art et les différentes pièces d'artisanat qui ont été créées par les différents artistes des nations autochtones au Québec. Pour moi, évidemment, ce lieu est mythique à travers le Vieux-Port parce que, bon, ça contient vraiment des pièces et on peut aller voir aussi les artistes et les artisans qui ont souvent résidence sur place. Donc, c'est sûr qu'après ça, j'invite les gens souvent à aller voir des endroits comme à Kanawake. Kanawake, qui n'est pas très loin de Montréal, on le sait, c'est en proximité, en périphérie de Montréal. Donc là, c'est là qu'on va aller vivre un petit peu plus des expériences de golf, de restaurants, de microbrasserie. On peut aller évidemment vivre un peu plus de tourisme religieux. On a évidemment le shrine, la canonisation de Kateri Tekakwitha, qui était une des premières saintes qui a été intronisée évidemment par l'Église pour évidemment tout le travail qu'elle a fait en tant que Mohawk. Donc, c'était une des premières qui a été canonisée. Pour moi, donc, toute cette expérience-là, avec le musée qui sont en train de développer, toute l'expérience touristique de Kanawake vaut vraiment la peine d'être vécue. Je pense que c'est une expérience qui est en effervescence et qui sont en train de développer, qui vraiment là, vaut la peine de sortir de Montréal. C'est pas une expérience que vous avez besoin de passer 48 heures. Là. C'est quelque chose qu'on peut aller vivre facilement dans la journée, revenir. Sinon, évidemment, Kanasatake aussi commence à se développer davantage. Il y a des beaux projets touristiques qui vont être créés, mais pour l'instant aussi, là, il y a vraiment des belles choses qui se passent, dont évidemment des affiliations avec le Parc national de Oka. Donc, moi, je vous dirais que là, ce sont les produits de périphérie qui sont à Montréal si vous voulez vivre un peu plus des expériences touristiques autochtones dans la grande région de Montréal. Y a-t-il des événements autochtones à Montréal auxquels nos auditeurs peuvent assister? C'est clair que pour moi, le plus grand événement se tient dans le grand centre-ville de Montréal, qui est le Festival Présence autochtone. C'est vraiment là, le plus bel événement qui peut se tenir dans le grand centre-ville. Bon, pour les auditeurs français, on dit août. Donc, c'est une grande invitation. Regardez la programmation. Vraiment, le Festival Présence autochtone. Si vous sortez, évidemment, là, de Montréal, regardez aussi dans les communautés autochtones, que ce soit à Kanasatake, Kanawake, ou même si vous allez dans le coin d'Akwesasne, regardez aussi souvent les communautés, c'est des grands joueurs de crosse. Donc, la crosse, qui est le sport national, évidemment, du Canada, dont c'est le sport du créateur. Et je vous invite à aller voir un match de crosse dans les communautés parce que vous allez voir, c'est un sport qui est très intense, vraiment physique, mais vraiment un beau sport à aller visiter. Et vous êtes invités dans les communautés à y aller. Donc, vraiment, si vous n'avez jamais vu un match de crosse, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. En communauté, évidemment, ce sont des matchs qui sont excessivement intenses et vraiment enivrants à les regarder. Et est-ce qu'il y a d'autres destinations autochtones facilement accessibles depuis Montréal ? Ah, ben oui, ben c'est sûr que, tu sais, pour moi, si on part de Montréal, Montréal est une plaque tournante. Vous pouvez partir à peu près de n'importe où à n'importe où de Montréal, évidemment. Bon, on pourrait aller vers le Nunavik, on peut s'en aller, évidemment, vers l'Atlantique. Quand on part vers le Nunavik, on s'en irait vers Kuujjuaq.
Avec Kuujjuaq, j'aurais tendance à partir avec Inuit Aventure pour aller vivre des expériences à l'intérieur des parcs nationaux. Ils ont un forfait qui s'appelle The Big Three, les grands trois, pour aller voir les ours polaires, les bœufs musqués, les caribous. Donc, pour moi, ça, c'est toujours un forfait découverte qui est magique. Les parcs Nunavik sont de toute beauté. Il y a 4 parcs qui sont enregistrés, qui sont des parcs, dans le fond, régionaux / provinciaux, administrés par les Inuits. Donc, pour moi, il y a vraiment des expériences qui sont fantastiques à aller découvrir, tout dépendant de la saison, mais aussi vous allez vivre des aurores boréales, on va aller faire du traîneau à chien et évidemment la beauté du territoire absolument incroyable. Et sinon, aussi, je vous dirais, le côté Labrador, côté, je vous dirais, Terre-Neuve, Grosse-Morne, les monts Torngat, Wild Grosse-Morne, les produits comme Under the Stump, Bruce Spruce, Northern Light Dog Sledding qui vous offre vraiment des aventures sur le territoire, sur les terrains incroyables. C'est vraiment de toute beauté. On oublie à quel point le Canada est divers et à quel point c'est grand et à quel point c'est des territoires et des contrées sauvages. Venez jouer chez nous, on vous invite, c'est une grande invitation. Merci Seb. Le podcast Tire-toi une bûche est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, on espère que cet épisode vous a plu. On vous a encore parlé de beaucoup de choses, alors cliquez sur tous les liens utiles qu'on a pu vous mettre en description de l'épisode et planifiez votre voyage au Canada. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes comme Castbox ou Apple Podcast et notez-le. Continuez à nous laisser vos commentaires et puis surtout, parlez-en autour de vous. Merci et à la prochaine.